Rencontre hier entre Donald Trump et le président libanais Joseph Aoun. Quand vous regardez cette rencontre, quel en est le résultat concret? Que cherche Donald Trump? Et quel est l'objectif principal de Joseph Aoun à travers cette rencontre? Il a dit qu'il attendait cette rencontre depuis très longtemps. Et puis on voit Donald Trump réagir en quelque sorte en disant « Ce type sait comment, vous savez, me parler. » Comment voyez-vous les choses? En regardant cette rencontre, qu'est-ce qui, selon vous, peut en ressortir? Eh bien, il semble que le seul résultat concret que le président Joseph Aoun ait obtenu de cette rencontre, ce soit la promesse de vols directs entre les États-Unis et Beyrouth. En gros, des compagnies aériennes américaines qui, vous savez, paieraient les frais pour atterrir à Beyrouth. Mais c'est pour l'avenir, et personne ne sait, bien sûr, si cela se fera vraiment ou non. Donc en termes de bénéfices pour le Liban, c'est à peu près tout. En retour, ce que Trump a obtenu, c'est la promesse du président Joseph Aoun de normaliser les relations avec la colonie juive. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui relève du pouvoir du président du Liban. Il doit le soumettre au Parlement. Et la majorité des Libanais ne veulent pas aller faire la fête à Tel Aviv avec les tueurs de leurs enfants. C'est donc très humiliant de voir ce président qui a été à un moment donné le commandant en chef de l'armée libanaise. Des soldats libanais viennent tout juste d'être enterrés après avoir été tués et pris pour cible par les Israéliens. Et cet homme est prêt à serrer la main et à normaliser les relations avec les tueurs de soldats libanais, sans même parler des citoyens libanais et des enfants libanais. Laith, il était assis à côté de Joseph Aoun quand il a dit qu'il allait utiliser la Syrie, qu'il allait utiliser Al-Jolani pour s'occuper du Hezbollah. Et on n'a rien entendu de la part de Joseph Aoun. Comment interprétez-vous cela? Et est-ce qu'il se passe quelque chose en coulisses entre les deux dont nous ne serions pas au courant? Eh bien, c'est évidemment très humiliant d'avoir un président assis là, pendant que Trump menace qu'une force étrangère va envahir le Liban. En l'occurrence, les escadrons de la mort wahhabites d'Al-Jolani et de HTS. Et ce président reste silencieux. Et rappelez-vous, HTS, Al-Qaïda et Daesh ont envahi le Liban pendant la guerre en Syrie. Ils ont occupé beaucoup de territoires dans les chaînes montagneuses du Kalamoun, entre la Syrie et le Liban. Et des dizaines de soldats libanais ont été enlevés et tués par les escadrons de la mort wahhabites. Et c'est le Hezbollah qui a libéré les montagnes du Kalamoun en collaboration avec l'armée libanaise, laquelle a pris les lignes arrières pendant que le Hezbollah, vous savez, libérait ce territoire. On parle donc d'une force qui a envahi et occupé le territoire libanais et qui a tué des soldats et des civils libanais. Et maintenant, ce président reste simplement assis pendant qu'on ramène cette menace et il ne dit rien. C'était donc, je pense, une conférence de presse très humiliante pour tous ceux qui l'ont regardé, qui étaient libanais et qui avaient ne serait-ce qu'un atome de patriotisme dans le sang. Ils se sont évidemment sentis humiliés par la manière dont le président a laissé passer ses propos sans répondre. Mais cela vous montre bien sûr le véritable pouvoir de ce président Joseph. Il n'a vraiment aucun pouvoir sur l'avenir du Liban, sur ce qui se passe sur le terrain au Liban, sur la défense de son territoire, la défense de ses citoyens, l'économie du pays. Et il n'est même pas capable de dire quoi que ce soit quand quelqu'un comme le président Trump menace qu'une force étrangère envahira le Liban pour atteindre les objectifs d'Israël et des États-Unis dans ce pays. Donc oui, non, c'est très humiliant. Vous savez, cela frôle presque l'humiliation de Zelensky quand il était là, à la Maison-Blanche.
Yeah. Leif, let me play a footage Permettez-moi de diffuser des images de Nawaf Salam se rendant dans la ville de Zaftar al-Qaribia. Zaftar al-Qaribia. Il a un message pour les Libanais. He has a message for Lebanese people. And yeah. Je voudrais dire quelque chose aux Libanais, en particulier à ceux du Sud, depuis la Cisjordanie. C'est un moment national qui revêt une grande portée politique et morale, parce qu'il marque le début du retrait israélien de notre terre. Puisque tout est en arabe, je voudrais lire certains passages de ce qu'il a dit. Je voudrais adresser un message à tous les Libanais, en particulier à notre peuple du Sud, depuis la ville de Zaftar. Yeah, since it's all in Arabic, I want to read some parts of what he said. I would like to address a message to all Lebanese people, especially to our people in the south, from the town of Zautar al-Qaribia. This is a national. C'est un moment national qui revêt une grande dimension politique et morale, parce qu'il marque le début du retrait israélien de notre terre. Est-ce un retrait israélien? Quel est le message? Quelle est son importance? What is that message? How significant is that? C'est assez drôle, parce que Zautar al-Qaribia n'a jamais été occupé par les Israéliens. Ce village, ainsi qu'un autre, Froun et Zautar al-Sharqiya, figuraient sur une liste de zones dont l'armée israélienne était censée se retirer, pour que l'armée libanaise prenne sa place. Mais quand on se rendait réellement dans le sud, on constatait que Zautar al-Qaribia et Froun n'étaient pas occupés et ne l'avaient jamais été. Les Israéliens se sont battus très durement pour tenter de les occuper, mais ils n'y sont pas parvenus. Et dans le village de Froun, l'armée libanaise n'est jamais partie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'une occupation fantôme et d'un retrait fantôme de cette occupation? Ça vous montre à quel point ce retrait, ce début de retrait des sionistes du Liban Sud est théâtral et bidon. Et ça montre aussi comment le gouvernement libanais de Nawaf Salam et Joseph Aoun traite le peuple libanais comme s'il était idiot et stupide, parce qu'ils essaient de nous convaincre que d'une manière ou d'une autre, les Israéliens se retirent de deux villes qui n'ont même pas occupées, et qu'on devrait y voir le début d'un retrait israélien et une sorte de victoire pour le gouvernement libanais et l'armée libanaise. Vous savez, c'est le genre de théâtre de l'absurde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans des situations comme celle-ci. Cela fait maintenant, bien sûr, des années que le génocide à Gaza a commencé. Les impérialistes veulent que nous ne croyions pas ce que nous voyons, ni ce que nous entendons. Ils veulent que nous pensions que nos propres sens nous mentent et que la vérité ne vienne que de ces sionistes et de ces impérialistes. Alors que bien sûr, tout cela n'est que fiction et réalité parallèle. Alors peut-être que dans cet univers parallèle, les Israéliens avaient occupé Zaftar al-Qaribia et que d'une manière ou d'une autre, l'armée libanaise y entre pour la première fois. Alors qu'en réalité, sur le terrain, pas dans la matrice, l'armée libanaise n'a jamais quitté cet endroit et les Israéliens n'ont jamais pu l'occuper. C'est important de le replacer dans le contexte de la guerre au sens large. En ce moment, la guerre s'accélère réellement en Asie occidentale. Et cette anomalie, ces prétendues négociations entre le gouvernement libanais et les Israéliens, est tellement déconnectée de la réalité qu'elle devient de plus en plus absurde. Le besoin qu'ils ont d'essayer de nous convaincre que, vous savez, les choses sont différentes de ce que nous voyons, devient de plus en plus absurde. Et c'est évidemment dû à la rapidité avec laquelle les événements se succèdent dans la guerre régionale plus vaste en Asie occidentale. L'objectif, le principal objectif de Donald Trump et des Israéliens, c'est le désarmement du Hezbollah. Et chaque fois qu'il parle d'établir de meilleures relations avec le gouvernement libanais,
il s'agit surtout d'accentuer la pression sur le Hezbollah. Que dit le Hezbollah en réaction à ce qui se passe, avec cette nouvelle rencontre entre les deux, Donald Trump et Joseph Aoun? Ou peut-être à cette nouvelle initiative, comme vous l'avez mentionné, avec la diffusion de ces nouvelles images affirmant « Nous libérons le Liban ». Oui, écoutez, la position du Hezbollah n'a pas changé depuis une semaine, depuis le discours, vous savez, du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem. Il a essentiellement dit qu'il rejetait cet accord de reddition et d'humiliation et qu'il combattrait jusqu'à la libération de chaque centimètre du Liban. Et je pense que nous n'avons pas encore vu le Hezbollah mener d'actions militaires. C'est significatif. Mais nous avons vu, bien sûr, des Israéliens tomber dans des champs de mines ou sur des engins explosifs improvisés au cours de la semaine écoulée. Et cela montre que, bien sûr, les mouvements des Israéliens dans les zones qu'ils occupent restent très dangereux pour eux. Je pense que, dans les prochains jours, à mesure que la bataille en Asie occidentale s'étend, tant par son ampleur que par l'implication de différents pays, nous verrons le Hezbollah reprendre pleinement ses activités militaires. Et cela mettra fin à toute la discussion sur la paix avec Israël. En même temps, regardons la réaction du gouvernement libanais. Le gouvernement libanais devient très fragile en ce moment. Il y a au Liban un jeune journaliste connu qui critique le gouvernement libanais et qui avait critiqué MBS dans l'une de ses vidéos. Ils viennent tout juste de lui ordonner de se rendre au service de renseignement libanais. En gros, ils veulent l'interroger à cause de ses critiques contre MBS et de l'implication saoudienne dans la guerre au Liban. Et ça montre à quel point le gouvernement libanais se sent fragile. Alors imaginez s'il y a une véritable confrontation. D'ailleurs, il y a eu aujourd'hui des manifestations de soutien aux journalistes à qui l'on a ordonné de se rendre. Donc vous savez, le pays lui-même est au bord d'une confrontation entre ce gouvernement de Joseph Aoun, le grand public, et les mouvements politiques et sociaux du pays. La manière dont cette confrontation va se manifester n'est pas encore claire pour nous. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Je pense que, quoi qu'ils essaient de faire, il s'agit d'une manière ou d'une autre de donner un nouveau visage au gouvernement libanais ou d'essayer de le rendre plus populaire, parce qu'ils disent que tout ce qui se passe est dû aux négociations entre le gouvernement libanais et l'administration Trump, ou peut-être avec les Israéliens. C'est la seule chose qui compte le plus pour les Libanais. Et c'est un aspect de l'argument. Du côté des Libanais, est-ce qu'ils vont croire à cette sorte de mise en scène qu'on leur prépare? Je ne le pense pas. Je pense que le gouvernement libanais est très désespéré. Il y a une énorme campagne de propagande médiatique que les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris alimentent dans les médias, les journaux et les chaînes de télévision qu'ils contrôlent au Liban. Mais la situation est tellement évidente pour les gens. Il n'y a aucune reconstruction. Des centaines de milliers de personnes sont toujours déplacées à travers le pays. Le gouvernement ferme certains refuges. Les gens se retrouvent de nouveau dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas d'abri où rester. Les villages du Sud sont toujours occupés et détruits. Peu importe toute la propagande que le gouvernement, ainsi que les responsables de ce gouvernement, dans le Golfe et en Occident, déploient pour tenter de convaincre la population libanaise. La réalité est tellement contradictoire avec cette propagande. Il est impossible pour l'esprit de faire tenir ces deux choses ensemble. Donc si ce gouvernement avait fait un effort pour, disons, apporter une aide financière, des logements, de la nourriture ou une scolarisation aux familles déplacées, peut-être qu'il aurait pu acheter le silence des gens. Mais ils sont tellement stupides.
Et puis les sionistes, les impérialistes et ces monarques du Golfe sont tellement vicieux qu'ils ne veulent pas dépenser. Vous pensez qu'avec cette puissance financière derrière ces pays du Golfe, ils vont dépenser autant d'argent au Liban et pour la population libanaise, au point que les Libanais n'aient plus besoin de recevoir des services sociaux du Hezbollah et qu'ils se retournent ensuite contre le Hezbollah. Mais non, ils sont tellement vicieux qu'ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent que le peuple libanais les soutienne à genoux, eux, les États-Unis, Israël et ces pays du Golfe. Mais ça n'arrivera pas au Liban, surtout après tant de sang versé, tant de martyrs et tant de sacrifices du peuple. Surtout après l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et finalement l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. S'il restait le moindre doute dans l'esprit des gens sur le fait que la seule façon d'améliorer la situation au Liban est de se battre, maintenant, ils savent que c'est la seule voie. Surtout avec les victoires que l'axe de la résistance remporte en ce moment. La plupart des gens attendent de voir les bienfaits qui découleront des victoires militaires de l'axe. L'Iran a attaqué la base américaine en Syrie. C'était inédit. Et ils ont dit que l'objectif, c'était les forces américaines ou les armes américaines en Syrie. Mais cela pourrait aussi être traduit ou interprété comme un message des Iraniens à Al-Jolani et sur la manière dont Donald Trump essaye de manipuler la région dans cette partie-là. Quelle est votre interprétation de cela? Et y avait-il des forces américaines sur place? Oui, c'est très important et très significatif. Comme vous le dites, cela comporte beaucoup d'éléments, y compris des messages pour l'avenir. Cette base, c'est la base d'Al-Tanf, située au point de rencontre entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Elle a été en substance occupée et créée par les Américains lorsqu'ils ont occupé cette zone afin de bloquer la ligne de transport entre Bagdad et Damas et par extension entre Téhéran et Beyrouth. Ils ont donc, en quelque sorte, bloqué la voie de ravitaillement de l'axe, du Hezbollah au Liban. Cette attaque contre Al-Tanf est donc très importante, parce qu'elle montre que s'il y a une guerre plus vaste, la position américaine sur place sera complètement détruite et la route entre Damas et Bagdad sera ouverte. C'est aussi un avertissement au régime de Jolani. S'il attaque le Liban, alors le Hezbollah, l'Irak et des unités des PMU traverseront, surtout après la destruction d'Al-Tanf, depuis l'Irak vers Soueïda, dans le sud de la Syrie. Al-Tanf se trouve simplement sur cet itinéraire. Cela signifie qu'il y aura une connexion directe avec la population druze de Soueïda, qui s'est rebellée contre Al-Jolani. La zone s'administre plus ou moins elle-même à l'heure actuelle. Et il ne restera plus qu'une étape. Il y aura une ligne de contact directe entre l'axe de la résistance et les forces d'occupation israéliennes dans le sud de la Syrie. On peut donc imaginer toutes les conséquences de la destruction d'Al-Tanf. Cela veut dire que si l'axe de la résistance veut, à un moment donné durant cette guerre, avoir une confrontation avec les Israéliens sur le plateau du Golan et à Deraa, il peut ouvrir cette voie. Et je pense que tout le monde a reçu ces messages. Al-Jolani les a reçus. Les Jordaniens les ont reçus. Les Israéliens ont reçu le message. Une dernière chose qui serait importante, si l'axe de la résistance, disons, libérait Al-Tanf et Soueïda, c'est que le régime de Jolani à Damas serait coupé de son point d'exportation vers la Jordanie. Et l'économie syrienne est déjà en mauvais état. Cela aurait donc d'énormes conséquences. Laith, cette fois-ci, la guerre touche la Jordanie différemment. Vous voyez, il frappe la cible avec précision, de manière très exacte, et il frappe fort. Parce que, quand on regarde les bases américaines, elles sont immenses, et ces missiles vont atteindre certains points dans certaines zones limitées de la frontière.
Mais quand vous avez des renseignements venant de Jordanie, vous pouvez frapper la cible avec précision. C'est ce qui se passait. C'est ce qui s'est passé dans la manière dont l'Iran a attaqué les forces américaines, les hélicoptères ou les avions ravitailleurs. Peut-être que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais Donald Trump a confirmé que ces renseignements parviennent d'une manière ou d'une autre aux Iraniens à cause de personnes en Jordanie ou peut-être des forces armées. Le CGRI l'a également déclaré dans un communiqué. Et comment voyez-vous le cas de la Jordanie? Car, à mesure que le temps passe, les États-Unis essayent de transférer des armes des pays du CCG vers la Jordanie, puis peut-être, je ne sais pas quelle serait leur prochaine étape, vers Israël. Et comment savent-ils éteindre la guerre dans Hanna? Oui, les déclarations des forces armées iraniennes ce matin disaient qu'elles avaient frappé des hangars à drones sur l'une de ces bases en Jordanie. Et je pense qu'elles affirmaient qu'au moins 12 drones MQ-9 avaient été détruits dans ce hangar. Ce sont donc des pertes énormes. Il y a aussi une autre déclaration des forces armées iraniennes affirmant que des F-15 ont été détruits dans leur hangar sur une autre de ces bases en Jordanie. Donc c'est énorme. Et maintenant, il faut ajouter à cela la vidéo. J'ai vu il y a seulement quelques heures une vidéo de soldats américains filmant à l'intérieur de la base Muwafaq al-Salti en Jordanie alors que les missiles iraniens pleuvaient sur eux. Ces soldats étaient totalement paniqués et cherchaient à s'abriter. Enfin, on entend aussi ce matin des informations dans la presse américaine affirmant qu'au moins 600 soldats américains ont été blessés ces derniers jours et évacués vers des hôpitaux en Allemagne. C'est donc 6 fois plus que ce que l'armée américaine a reconnu. Et je pense que même ce chiffre de 600 est probablement très sous-estimé quand on voit la destruction massive des zones de casernement, des réfectoires où les soldats mangent et de leurs bureaux. Et n'oubliez pas, aucun des sites que les États-Unis ont construits en Asie occidentale ne dispose d'abris souterrains, parce que les États-Unis n'ont jamais eu l'habitude que quelqu'un tire sur leur base. Cela n'était jamais arrivé auparavant. L'Iran fait donc quelque chose que personne n'avait fait jusqu'ici. La Jordanie, comme vous l'avez mentionné, est devenue très importante pour le commandement, le contrôle et le déploiement des activités militaires américaines contre l'Iran. Cela depuis que l'Iran a détruit une grande partie des bases de première ligne dans la péninsule arabique, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats et au Koweït, pendant la guerre de 40 jours. Les États-Unis ont déplacé leur centre de commandement et de contrôle en Jordanie. Leur campagne aérienne repose principalement sur des avions à réaction qui décollent de Jordanie. Or, maintenant que l'Iran cible massivement la Jordanie, cela force l'armée de l'air américaine à se replier. Ils sont aussi trop inquiets à l'idée d'utiliser les aéroports et les pistes israéliens, parce que l'Iran les prendrait pour cible. Et jusqu'à présent, les Américains veulent maintenir Israël en dehors de cette guerre. Et quelle est donc l'alternative pour les États-Unis? L'alternative pour les États-Unis, c'est de commencer à utiliser les bases à Chypre, en Crète et en Bulgarie comme point de départ pour des campagnes aériennes contre l'Iran. Et ce matin, une fois encore, les journaux en Europe et aux États-Unis nous apprennent que les États-Unis viennent de signer un accord avec la Bulgarie. Cet accord leur permet d'utiliser non seulement les bases de l'OTAN sur place, auxquelles les États-Unis avaient déjà accès, mais aussi les propres aérodromes de l'armée de l'air bulgare et les aéroports civils pour y stationner leurs avions de chasse et leurs avions de ravitaillement. Je pense donc que nous verrons très bientôt l'Iran poursuivre l'armée de l'air américaine jusqu'à ses bases arrières en Crète, à Chypre et en Bulgarie.